Ah, bonsoir. Vous n'êtes ici ni sur les rives du lac Léman, ni encore moins sur les rivages du lac de Bêtement. Nous sommes bien loin de tous ces lieux, mon GPS mentionnant étrangement le plan d'eau du Canada, alors que je n'ai croisé aucun caribou et que je n'ai traversé aucun océan. Alors, que fais-je ici au milieu de la nature, encerclé par les eaux, au beau milieu du Canada? J'étais pourtant sûr d'avoir pris le bon itinéraire. Mais oui, le centre-ville n'est qu'à 2 km. Décidément, cette ville est pleine de surprises. Puisque nous y sommes, autant essayer d'en savoir un peu plus sur le lieu où nous nous trouvons. Alors, bien évidemment, nous n'avons pas traversé l'Atlantique, mais seulement une partie d'une ancienne carrière réaménagée en plan d'eau, nourrie par les eaux du terrain. Au nom trompeur, le plan d'eau du Canada ne tire pas son appellation du pays nord-américain, mais de camp en dents, ce qui signifie en patois champ en forme de dents, du fait de la présence d'un ancien champ de course à l'ancien emplacement du plan d'eau. Alors c'est dans ce lieu, aussi reposant qu'emblématique, que nous avons décidé de commencer notre voyage au cœur de la capitale isarienne. Beauvais. Parmi les grandes villes de Picardie, c'est un nom des plus familiers. Préfecture de l'Oise, grande ville de Picardie. Beauvais est également une grande ville des Hauts-de-France, est également et surtout une ville d'art et d'histoire, au riche patrimoine, dont la légende fut écrite en même temps que l'histoire de France. De la guerre des Gaules à la Seconde Guerre mondiale, du Haut Moyen-Âge au siècle des Lumières, ce joyau picard s'est transformé et développé pour devenir aujourd'hui une des plus fascinantes villes de France. La sublime cathédrale Saint-Pierre, l'histoire fascinante de Jeanne Hachette, la légende des évêques comtes de Beauvais, le destin tragique d'une ville meurtrie par 2 guerres mondiales, découvrons ensemble les trésors qu'il y a à nous offrir cette ville dans un nouvel épisode de Nos Terres Picardes. Nous sommes ici devant les remparts gallo-romains de la ville de Beauvais, bâtis au IIIe siècle avant notre ère. Mais avant de se demander ce que nous faisons ici, revenons à l'essentiel et posons-nous une question. D'où vient le nom de la ville de Beauvais? Pour répondre à cette question, il faut remonter à l'époque de la guerre des Gaules. En effet, avant d'être la ville moderne et française que l'on connaît aujourd'hui, Beauvais était déjà un haut lieu de l'occupation romaine de la Gaule. Alors que les légions de César déferlent sur la Gaule et qu'Astérix et Obélix se sont occupés à séduire Falbala, un peuple résiste encore et toujours à l'envahisseur, les Bellovaques. Peuple originaire de la Gaule belgique, c'est-à-dire l'équivalent actuel du nord de la France, les Bellovaques sont en effet particulièrement réticents à être gouvernés par César, qui, pour mater leur rébellion, envoie plusieurs légions romaines hiverner en territoire bellovaque. Cette place forte romaine est particulièrement importante du fait de la dangerosité de cette tribu belgique. Elle dispose également d'un emplacement stratégique puisqu'elle est située sur la route reliant Senlis à Amiens et est également reliée à la grande ville normande de Rouen. Le camp fortifié devient progressivement une grande ville, Caesaromagus, c'est-à-dire le marché de César. Si, malgré leur vaillante résistance, les Bellovaques sont vaincus par César après sa conquête de la Gaule belgique, leur nom entrera dans l'histoire au IIIe siècle après Jésus-Christ, lorsque la ville fut rebaptisée en l'honneur de la tribu gauloise qui fit le renom de la région.
Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Beauvais n'est donc pas l'héritage de l'oppidum gaulois, situé ailleurs dans la vallée, mais du camp de leurs vainqueurs romains. Si Caesar-Aumagus était une ville ouverte au commerce, sa successeur, Civitas Bellovacorum, est cependant plus méfiante, cherchant à se protéger avant tout des invasions barbares, et construira par conséquent ce rempart au IIIe siècle après Jésus-Christ. Bientôt, l'Empire romain chutera cependant, et Beauvais prendra son envol sur les chemins de l'histoire aux prémices du Moyen-Âge. Suivez-moi et allons justement voir de plus près l'un des joyaux de cette ville, symbole du Beauvais médiéval. Nous voici à présent devant l'église Notre-Dame de la Basse-Œuvre de Beauvais. Cette église, moins connue que la cathédrale Saint-Pierre, qui se dresse juste derrière, n'en est pourtant pas moins fascinante. Comme on peut le voir, cette église est pour le moins différente des gigantesques cathédrales gothiques que l'on peut trouver dans les grandes villes de France. Et pour cause. Notre-Dame de la Basse-Œuvre est avant tout une église de style carolingienne édifiée dès la fin du IXe siècle et qui est la première cathédrale de Beauvais. Cette dernière ne fut jamais entièrement détruite, malgré la construction de la cathédrale Saint-Pierre sur le même lieu. Dès le IIIe siècle, des missionnaires chrétiens romains vinrent prêcher le christianisme aux habitants. Le premier d'entre eux se prénomme Lucien. Il est l'un des 6 hommes ordonnés évêques par le pape afin d'aller christianiser la Gaule, en compagnie de Denis et Rieul, respectivement premiers évêques de Paris et de Senlis. Lucien de Beauvais connaîtra le même destin tragique que Saint-Denis, en étant pourchassé par l'empereur Dioclétien. Arrêté, puis décapité par les autorités de la ville alors opposées à cette nouvelle religion, Lucien et ses compagnons furent considérés par l'Église comme des martyrs religieux ayant permis d'initier la christianisation de la région, donnant de fait une grande autorité morale aux futurs dirigeants religieux établis à Beauvais. Progressivement, les évêques de la ville accumulèrent de plus en plus de pouvoir jusqu'à devenir de facto les dirigeants du comté. Les évêques comtes de Beauvais étaient nés. Ces derniers, jouissant à la fois d'une forte autorité morale due à leur statut d'évêque dans une ville à la forte histoire religieuse et de revenus très conséquents dû à la position stratégique de Beauvais sur les routes commerciales entre la Normandie, Paris et le nord de la France et de l'Europe, devinrent parmi les personnages les plus puissants de la région. Ils obtinrent même le titre de père du royaume. Il faut dire que la ville de Beauvais était incontournable dans le royaume de France, en plein essor, grâce notamment au développement de la draperie, les tissus de la ville étant même exportés jusqu'en Orient. Puissante, la ville de Beauvais l'était assurément. Ses évêques comtes aussi. Trop peut-être, ce qui mena le roi Saint-Louis à intervenir directement dans les affaires de la ville lorsqu'un conflit entre bourgeois y éclata en 1232 concernant la nomination du maire. L'évêque comte eut beau demander au roi de se tenir hors des affaires de la cité, celui-ci n'en fit rien et imposa son choix en faisant emprisonner tous les bourgeois qui s'opposaient à son autorité, tout en faisant saisir tous les biens de l'évêque comte Milon dans les années 1230. Beauvais demeurait puissante, mais moins que la France. Cependant, l'influent Milon de Nanteuil ne demeura pas uniquement dans l'histoire comme l'évêque de Beauvais, qui défia sans succès le roi de France, mais aussi comme l'initiateur en 1225 d'un des plus grands chantiers que la ville ait connu. Le train de l'histoire n'attend pas, suivez-moi, station bas Moyen-Âge. Si l'église Notre-Dame de la Basse-Œuvre est symbolique du Beauvais du Haut Moyen-Âge, comment parler du Beauvais du Moyen-Âge classique sans évoquer la cathédrale Saint-Pierre qui se dresse au-dessus? Construite entre 1225 et 1569, soit plus de 3 siècles, ce Parthénon du genre gothique, selon les mots d'Eugène Viollet-le-Duc, est un véritable chef-d'œuvre architectural. Plus haute construction humaine à la fin de sa construction, possédant aujourd'hui encore le plus haut chœur gothique du monde, à près de 49 mètres de haut, elle impressionne par ses caractéristiques hors normes. Mais cette hauteur remarquable, presque orgueilleuse, fit également son malheur. Si vous observez attentivement l'édifice, vous remarquerez l'absence de nef, et plus encore, de flèches. Une tour-lanterne s'éleva pourtant jadis à la croisée du transept, d'une hauteur impressionnante de 153 pieds, soit environ 110 mètres, qui en fit alors la plus haute construction humaine au monde. Mais la tour, fragile face aux éléments déchaînés, ne résista pas aux lois de la physique et s'effondra avec fracas à peine 4 ans après son achèvement, en 1573. La destruction consécutive d'une partie de l'édifice empêcha l'achèvement de cette cathédrale de la Haute-Œuvre, sauvant du même coup les restes de l'église carolingienne de la Basse-Œuvre qui devait faire place à la nef.
Malgré ces drames, la cathédrale résiste au passage du temps et demeure encore aujourd'hui un véritable symbole de la ville. Le Beauvais du bas Moyen-Âge est en effet une ville qui fait montre d'énormément de résilience, mais qui aiguise aussi énormément d'appétit. Durant la guerre de Cent Ans, les Anglais tentent de la conquérir par 2 fois, mais elle résista à chaque fois farouchement. Et c'est en 1472 que la ville fit montre d'une défense particulièrement remarquable face à des attaques, célébrées à travers de nombreux monuments de la ville. Voyons cela de plus près. Nous sommes ici devant la statue de Jeanne Hachette. Ce nom ne vous dit probablement rien, hormis de par sa parenté phonique avec une célèbre maison d'édition. Mais il s'agit pourtant de l'une des figures les plus intéressantes de l'histoire beauvaisienne. En 1472, le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, tente de s'emparer de la ville de Beauvais par la force en raison d'une querelle avec le roi de France Louis XI. Alors que le duc tente de s'emparer de la riche ville, il fait face à une défense acharnée de la part non seulement des hommes, qui se battent bravement au pied des remparts pour arrêter l'armée bourguignonne, mais également des femmes, qui attaquent l'armée de Charles le Téméraire en la bombardant de projectiles depuis le haut des remparts et en se battant aux côtés des hommes. C'est alors que Charles le Téméraire décide d'employer l'artillerie pour ouvrir une brèche dans les remparts de la ville, durant l'attaque de la porte de Bresle. En voyant l'intégralité de son armée s'engouffrer dans la brèche, le duc de Bourgogne fut cependant surpris par l'ingéniosité des Beauvaisiens et des Beauvaisiennes qui n'hésitèrent pas à enflammer une partie des remparts afin d'en empêcher l'accès jusqu'à l'arrivée des renforts de l'armée royale. Et c'est au beau milieu de cette violente bataille enflammée qu'une jeune femme de 18 ans, du nom de Jeanne l'Aînée, arracha des mains d'un officier bourguignon l'étendard qu'il tenait avant de le projeter dans les fossés de la ville d'un coup de hachette. Jeanne Hachette, héroïne légendaire et défenseuse de la ville de Beauvais, était née. Après près d'un mois de siège et plusieurs milliers de morts dans ses rangs, Charles le Téméraire abandonna le siège de la ville, qui disposait désormais de renforts venus de Normandie et de Paris. Beauvais avait tenu par la force et le courage de ses habitants, et pour l'en récompenser, le roi Louis XI va en personne donner des privilèges fiscaux à l'industrie drapière de la ville, ainsi que des honneurs royaux aux femmes de la ville dont la conduite fut remarquablement courageuse. En l'honneur de Jeanne Hachette fut en effet instaurée par le roi une procession annuelle, la procession de l'Assaut, qui depuis 500 ans fait état du courage des femmes de Beauvais. Ces honneurs auront une influence décisive sur le destin de la ville, et sont à l'origine du prochain lieu que nous allons découvrir. La rame de l'histoire nous emmène vers la station du Beauvais moderne. Emboîtez mes pas. Les privilèges fiscaux accordés à Beauvais par Louis XI ont une conséquence très importante pour la suite du développement de la ville. C'est en effet tout un secteur qui en bénéficie, faisant la renommée de la ville dans l'Europe et au-delà. Si vous êtes familier avec l'histoire de Beauvais, vous avez peut-être déjà deviné l'endroit où nous nous trouvons désormais, la manufacture de tapisserie. Si la ville de Beauvais était depuis le Moyen-Âge connue pour la qualité de sa production de tissus, le XVIIe siècle et l'arrivée des techniques de filature modernes firent prendre à l'industrie de la ville une toute autre dimension. En effet, l'État, sous l'impulsion de Jean-Baptiste Colbert, souhaitait se doter d'un appareil de production de tissus capable de rivaliser avec les célèbres usines de Flandre. Le choix se porta alors sur la ville de Beauvais, tant et si bien que quelques années après la construction de la manufacture, près de la moitié de la ville y était employée. Le XVIIe siècle marqua le basculement des sociétés occidentales vers une nouvelle forme de modernité, les débuts de l'industrialisation. Si le Beauvais de l'époque est parfois qualifié de ville en retard ou assoupie, il reste cependant un domaine pour lequel Beauvais disposait d'un atout, le travail textile. Si la manufacture de tapisserie connaît des difficultés financières, la qualité de son travail est cependant toujours autant reconnue à l'international. L'arrivée de Jean-Baptiste Oudry à la tête de la manufacture en 1726 permet à cette dernière de redresser la barre et de devenir fièrement le symbole de la ville en Europe et dans le monde. Fournissant notamment des garnitures de sièges fortement appréciées par la bourgeoisie européenne, la manufacture de Beauvais devient ainsi un phare de modernité dans une ville subissant les évolutions du monde socio-économique français. Bien que l'économie beauvaisienne ne doive son salut qu'à la présence de la manufacture de tapisserie, il est à noter que d'un point de vue culturel, le Beauvais du XVIIe siècle est loin de rester dans l'ombre des Lumières.
La ville accueille de nombreux séminaires d'études théologiques et plusieurs congrégations chrétiennes, faisant d'ailleurs de la ville un haut lieu du jansénisme, courant de pensée catholique remettant en cause l'absolutisme de la monarchie française. Le Beauvais des XVIIe, XVIIIe siècles est ainsi un Beauvais à deux facettes, relativement effacé des affaires françaises compte tenu de son rôle important dans les siècles précédents, mais conservant assez d'atouts pour continuer à rayonner en France et en Europe. Toutefois, le XIXe siècle ne verra pas la ville suffisamment profiter de ses atouts pour redevenir un grand centre français tel qu'il était jadis, précipitant la ville telle une forme de somnambulisme vers le destin tragique qui l'attend à l'aune du XXe siècle. Nous nous trouvons ici devant le lycée Jeanne Hachette de Beauvais. Mais alors, en quoi ce lieu peut-il bien être le symbole d'un Beauvais tragique ? Bien sûr, de nombreux élèves répondront sans hésiter que l'école est une torture inhéremment tragique pour quiconque doit passer ses journées à l'intérieur à réviser plutôt que dehors. Mais pour répondre sérieusement à cette question, il faut d'abord remonter en 1914. Beauvais est depuis des siècles maintenant un centre industriel du nord de la France, à l'apogée de son art. Un événement s'apprête cependant à bouleverser la ville et le monde. L'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche-Hongrie entraîne par un jeu d'alliance le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Très vite, les armées allemandes franchissent la frontière et pénètrent dans l'est et le nord du pays, établissant la ligne de front non loin de Beauvais. La cité devient alors une base arrière majeure de l'armée française. À la fois centre de commandement des forces alliées, centre hospitalier pour blessés de guerre, nœud de ravitaillement des armées présentes dans le nord de la France et en Belgique, camp de réfugiés pour les civils fuyant la guerre et les zones de combat, et point stratégique sur la route de Paris, Beauvais devient un enjeu stratégique pour la conduite de la Grande Guerre. Survivant tant bien que mal, les habitants doivent faire face à de nombreuses pénuries aggravées par l'afflux et le grand nombre de réfugiés présents dans la ville, ainsi qu'à un des rares bombardements de villes françaises connus sous la Grande Guerre. Le printemps 1918 vit ainsi Beauvais bombardé 8 fois par les forces allemandes, occasionnant 13 victimes civiles et de nombreuses destructions. La ville tint bon néanmoins, et fut par ailleurs, en sa qualité de quartier général d'un état-major, le lieu de la cérémonie de nomination du futur maréchal Foch au titre de commandant suprême des forces alliées en avril 1918. Toutefois, 22 ans plus tard, c'est un paysage tout autre qu'offrit la ville. Entre mai et juin 1940, alors que la bataille de France faisait rage, la cité fut anéantie par les bombardements. D'abord par la Luftwaffe, l'aviation allemande, qui s'acharna à transformer la ville en véritable brasier avec une hargne qui surprit nombre d'observateurs. Plusieurs centaines de tonnes de bombes allemandes détruisirent en effet l'immense majorité du centre-ville, qui ne présentait pourtant qu'un intérêt stratégique limité. Toujours est-il qu'à l'arrivée des soldats allemands, les bombardements avaient été si intenses que le centre-ville de Beauvais leur était toujours inaccessible en raison de la chaleur extrême dégagée par le véritable brasier qui était devenu Beauvais. Quelques jours plus tard, ce fut au tour de la Royal Air Force britannique de pilonner les forces allemandes présentes dans Beauvais. Si par chance la quasi-totalité des habitants fut évacuée avant les bombardements, ceux qui revinrent furent accueillis par un spectacle de désolation extrême. Bien que la cathédrale, l'église Saint-Étienne et le palais de justice aient été épargnés, ils se dressaient cependant symboliquement au milieu d'un champ de ruines. Durant la Seconde Guerre mondiale, la ville de Beauvais, adjacente à l'aérodrome de Thillé, devint en effet une des plus importantes bases aériennes de la Luftwaffe, et par conséquent un centre militaire majeur pour l'armée allemande en France, notamment dans le cadre de la bataille aérienne d'Angleterre. Tant et si bien d'ailleurs que le lycée Jeanne Hachette, où nous nous trouvons actuellement, fut réquisitionné pour héberger les soldats allemands, qui reçurent même une visite d'Adolf Hitler en Noël 1940. Montrant d'ailleurs de ce fait l'importance d'une ville martyrisée par l'armée allemande durant l'occupation, jusqu'à sa libération par l'armée britannique le 30 août 1944. La reconstruction fut lente et difficile. Le Beauvais d'aujourd'hui reste marqué par les séquelles d'hier. Toutefois, malgré cet épisode tragique, Beauvais se releva durant l'après-guerre et renoua avec son caractère industriel pour retrouver sa place, celle d'une grande ville picarde, aujourd'hui peuplée par 56 000 âmes. Songez que du haut de cette ville de Beauvais,
21 siècles d'histoire vous contemplent, et vous les avez traversés en notre compagnie. Merci infiniment. C'est donc depuis cette table d'observation sur les coteaux de la cité que nous allons clore cet épisode de Notaire Picarde consacré à la préfecture de l'Oise. Une ville à l'histoire 2 fois millénaire, marquée par les succès, les batailles, les défaites, l'expansion. Bref, une cité à l'image de l'histoire de France, à laquelle elle a tant donné à travers les époques. Des Bellovaques aux Beauvaisiens, Beauvais est ainsi demeuré une place incontournable de la vie du pays, vivant aux premières loges de ses plus fastes périodes et la suivant dignement dans ses périodes les plus sombres. Une ville complexe et fascinante, à l'image d'une Picardie qu'elle a toujours fièrement représentée à travers les âges. Merci à toutes et à tous, et à bientôt pour un nouvel épisode de Notaire Picarde.